Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va explorer une toute nouvelle manière de voir les civilisations. C'est un concept assez puissant qui pourrait bien changer notre regard sur l'histoire. On va parler d'ontologie culturelle. On a souvent cette image, n'est-ce pas? L'idée que le progrès humain, c'est une grande ligne droite. On partirait du primitif pour arriver à l'avancée. Mais est-ce que c'est vraiment aussi simple que ça? Et si en fait certaines cultures n'étaient pas du tout en retard, mais qu'elles suivaient juste une autre voie, une logique complètement différente? C'est là qu'intervient une analogie super intéressante. Imaginez un instant que les cultures ne sont pas des versions plus ou moins à jour du même logiciel, mais qu'elles sont carrément des systèmes d'exploitation différents. Pensez-y. Un Mac, un Windows, un Linux, chacun a sa propre logique, ses points forts et aussi ses angles morts, ce que la théorie appelle des impensés. Alors justement, pour décortiquer ces systèmes d'exploitation, on a besoin d'un outil. Et cet outil, c'est le concept d'ontologie culturelle. C'est une sorte de grille de lecture qui nous permet de comprendre une culture de l'intérieur, bien au-delà des simples apparences. Bon, mais concrètement, l'ontologie culturelle, c'est quoi? Eh bien, c'est l'ensemble des usages, des interdits, mais aussi, et c'est ça le point clé, des non-usages qui façonnent une culture. C'est l'idée que ce qu'une culture ne fait pas, ce dont elle n'a même pas besoin, en dit tout autant, voire plus, sur elle que ce qu'elle fait. C'est ça qui est vraiment contre-intuitif et puissant. Regardons ce tableau, il illustre parfaitement la différence. D'un côté, on a ce qu'on appelle l'absence ontologique. Prenons l'exemple des Inuits. Leur culture est parfaitement stable et fonctionnelle, sans ville. L'urbanisme pour eux, ce n'est pas un manque, ce serait même quelque chose d'inadapté, de dissonant. Et de l'autre côté, on a la vision classique du retard historique. Là, on dirait juste qu'ils n'ont pas encore développé de ville. On voit bien que ce sont deux manières de voir le monde qui sont radicalement opposées. Maintenant, voyons comment ce modèle organise, en quelque sorte, ces différents systèmes d'exploitation au fil de l'histoire. Attention, ce n'est pas du tout une échelle de valeur, du moins bien au mieux. C'est plutôt une succession de logiques qui ont dominé à différentes époques. Alors, le modèle nous propose une progression en 4 grandes phases. D'abord, on a l'étape relationnelle et communautaire. Ici, la vie s'organise autour des clans, des rituels, de la survie directe. Ensuite, on passe à l'étape impériale et sacrée. Là, le pouvoir se concentre dans des villes, de grands empires et des religions universelles commencent à apparaître. La troisième étape, c'est la nôtre, ou du moins celle de notre passé récent, la phase nationale et industrielle, avec l'État-nation, la production de masse, et enfin, là où on serait aujourd'hui, c'est l'étape financière et globale. La valeur devient de plus en plus abstraite et le pouvoir, lui, glisse vers des institutions qui dépassent les nations. Mais alors, et c'est peut-être l'idée la plus forte de toute cette théorie, le passage d'une étape à l'autre, eh bien ce n'est pas une simple mise à jour toute propre. Non, il y a un prix à payer, un coût caché. On pourrait même parler d'un sacrifice interne. Chaque grand saut, chaque progrès n'est pas du tout une transition en douceur. Au contraire, c'est une rupture qui peut être très violente et qui se passe à l'intérieur même de la civilisation. Et cette phrase le résume parfaitement. Une civilisation change en sacrifiant une partie de son propre passé. C'est une idée assez radicale quand on y pense. Ça veut dire que le moteur du changement, ce serait une espèce d'autodestruction, une violence que la civilisation s'inflige à elle-même pour pouvoir avancer. Ce tableau nous donne des exemples très concrets. Regardez, pour que les États-nations émergent, il a fallu sacrifier les langues régionales, les cultures paysannes locales. Ensuite, la révolution industrielle, qu'est-ce qu'elle a balayé sur son passage? Eh bien, tout le monde des artisans et aussi notre rapport au temps, qui était beaucoup plus cyclique. Et aujourd'hui, la révolution financière, elle sacrifie quoi? Le monde matériel et même la souveraineté des États. Tout ça au profit d'une valeur qui est devenue complètement abstraite. Tout ça nous amène donc à notre époque. Quel est notre système d'exploitation à nous aujourd'hui à l'échelle mondiale? Et la question que pose cette théorie, c'est est-ce que c'est le dernier stade? D'après cette grille de lecture, le système mondial actuel a quelque chose de vraiment particulier. D'abord, il ne se présente pas comme une culture, mais comme si c'était la réalité elle-même, quelque chose de neutre. Ensuite, il impose ses normes universelles à travers des organisations comme l'ONU, le FMI, etc. Du coup, il force toutes les autres cultures à parler son langage, à se justifier en termes de progrès, de développement. C'est ce que la théorie appelle la forme ultime de la colonisation ontologique. Et tout ça, finalement, nous laisse avec une question fondamentale. Si chaque étape, chaque système d'exploitation a ses propres impensés, ses propres angles morts, alors quels sont les nôtres aujourd'hui? Qu'est-ce que notre propre système, notre propre culture nous empêche totalement de voir ou même d'imaginer?